à toutes et à tous, bienvenue. Ici, nous sommes au Cultura de Bègle, où toute l'équipe Kurokawa se tient présent pour le Kuro Fan Tour en direct de Cultura de Bègle. On est avec un public en délire. Je recommence. On est avec un public en délire. Ah, là, c'est bien. Eh ben, on est là pendant une petite heure, un peu plus, on ne sait pas encore, on va voir comment ça va se passer, pour parler des collectors et des goodies et des secrets de fabrication. Pour ce faire, on a deux éminentes personnes de chez Kurokawa qui vont se présenter tout à l'heure. Mais avant, je dis un peu les règles et les conditions de cette conférence participative. Comment ça va se passer? Donc, comme on l'a dit, on est en direct sur Twitch. Donc, sur Twitch, ils vont nous poser des questions et on pourra y répondre aussi. Mais vous, public, vous pouvez à n'importe quel moment lever la main et poser des questions sur le déroulé de la discussion. Donc sur les... Je vais peut-être baisser le son. Ouais. Comme je disais, vous pouvez à tout moment poser des questions par rapport au déroulement de la discussion, de la conférence. Je vais les prendre au fil de l'eau. Moi, j'ai des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a des questions bêtes, c'est moi qui les pose dans tous les cas. C'est vrai. C'est vrai. Ils le savent. Et dans le chat, vous pouvez poser des questions et il y aura Jérémy ou Augustin qui vont les poser à l'oral pour vous. Eh bien, on va commencer. Donc, moi, je suis Flavien. Je serai l'animateur de cette conférence et je suis avec Paul et Arthur, dont je vais laisser le soin de se présenter. Très bien. Tu veux commencer, Arthur? Non, je t'en prie. Ah, ok. La politesse. Donc, moi, c'est Paul. On travaille tous les deux au service commercial de Kurokawa, Kotun et Black River. Donc, Kurokawa fait du manga, Kotun fait du webtoon et Black River fait du comics. Et notre rôle, tu veux qu'on fasse notre parcours? C'est quoi? Oui, vas-y. Oui. Ok. Déjà, le rôle, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur? Notre rôle, c'est de promouvoir et de bien commercialiser les mangas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire en sorte que vous les achetiez. Et pour ça, on a différents outils à disposition, mais la promotion passe par des goodies qu'on offre aux lecteurs, etc., dont vous êtes familiers, par des éditions collector dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et plein de petites choses comme ça. Et notre rôle, c'est de mettre tout ça en place et de gérer tout ça. Donc moi, je suis plus sur la partie, on va dire, goodies pour les nouvelles séries, les lancements, tout ça. Et Arthur, qui va se présenter, est plus sur la partie collector. Donc, bonjour à tous. Je suis Arthur, comme vous l'aurez deviné. Donc, comme l'a dit Paul, moi je travaille essentiellement sur les titres spéciaux. Donc, qu'est-ce que les titres spéciaux? Arthur, est-ce que tu peux te décaler? Oh, pardon. Ouais, voilà. C'est bon là comme ça? Ouais, c'est mieux. Donc moi je travaille essentiellement sur les titres spéciaux. Donc les titres spéciaux, ça va être tous les produits en dehors du manga, c'est-à-dire les éditions collector, les agendas que vous pouvez voir derrière vous, qui sont magnifiques. Il y a Spy Family, One Punch Man, je fais ma petite promo, c'est mon petit quart d'heure voilà, de pub, donc moi j'en profite. Je fais aussi des calendriers, des coffrets de fin d'année et aussi les cahiers d'activités Spy Family qui sont vraiment sympas. Donc moi je travaille essentiellement en binôme avec Agathe, qu'on salue très fort, c'est notre responsable, à Paul et moi, et aussi Jérémy qui est dans le public et Anissa également. Et puis voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus sans spoiler le... et rapidement, puisque je pense que c'est une des questions qui va se poser, mais Ouais. le parcours pro, quelles sont les études qui vous ont amené à Ouais, alors, quelles sont les études? Je vois beaucoup de gens qui se posent des questions concernant les études, le parcours professionnel, etc. pour pouvoir travailler dans le manga. Déjà, je veux juste te dire qu'il n'y a pas forcément de parcours typique. Vous n'êtes pas obligé de faire des études dans l'édition, je pense. Personnellement, j'ai fait un bac S, donc voilà, rien à voir avec les mangas. J'ai enchaîné ensuite sur 3 années en commerce international. Donc, durant ma 3e année, j'ai eu la chance de faire une alternance chez Kurokawa, donc c'était ma première année. Et là, ça va faire 2 ans. Donc voilà, et aujourd'hui je suis en M1 commercialisation du livre parce que j'ai trouvé ma voie, en tout cas professionnelle, et j'ai voulu avoir une sorte de, comment dire, de connaissances théoriques que je n'ai pas forcément, je pense. Et voilà, après vous n'êtes pas obligé de suivre le même parcours, mais en tout cas, sachez que chez Kurokawa, on a tous des parcours atypiques. Il n'y a pas de parcours exemple, et vous allez le voir avec Paul, je pense. Moi, j'ai un parcours exemplaire. Non, moi, j'ai fait une prépa et une école de commerce. Et
et je me suis spécialisé dans les industries culturelles, ce qu'ils appelaient comme ça, l'école de commerce, c'est un grand mot pour dire cinéma, livre, etc. Et j'ai toujours travaillé dans l'édition et j'ai toujours voulu travailler dans le manga surtout. Et voilà. Et ils sont arrivés et paf, ça fait des chocs à pic, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais aller un peu plus dans le sujet. Donc à partir de là, vous pouvez donc lever la main à tout moment et on vous passera le micro. Comme je le dis, il n'y a pas de questions bêtes. Dans tous les cas, c'est moi qui les posera. Et c'est pareil sur le chat. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, je vais commencer par la première question. Quelle série possède des éditions collector et comment le décidez-vous? Alors, quelle série possède des éditions collector? En fait, faut savoir que vers l'été, on établit le programme avec le service édito pour savoir sur l'année prochaine quelles séries vont bénéficier du coup d'une édition collector. On a plusieurs critères. Déjà, il y a des séries qu'on souhaite promouvoir, on va dire soutenir, via une édition collector parce que l'actualité fait que c'est le bon moment. Ce que j'entends par actualité, ça va être une adaptation animée, ça va être par exemple la série, elle prend de plus en plus d'ampleur en France, on voit qu'il y a un véritable engouement. Donc c'est le bon moment de faire une édition collector. Après, on fonctionne aussi au coup de cœur, bien évidemment, parce que je pense que c'est primordial qu'on aime nos séries et que voilà, on a absolument envie de les soutenir. Et voilà, globalement c'est ça. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre, Paul? Pourquoi est-ce que c'est vraiment sur des coups de cœur? C'est ok, c'est cette série-là qu'on a envie de. Est-ce que c'est des coups de cœur perso? Est-ce que c'est aussi par rapport aux chiffres de vente? Comment ça Ça fonctionne? dépend en fait. Globalement, on peut dire qu'il y a des collecteurs qui, ouais, ont plutôt, ils ont tous un but commercial en soi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qu'on sélectionne par coup de cœur, mais il y en a aussi qu'on va sélectionner parce que, comme je l'ai dit, les chiffres de vente augmentent et on sent que c'est le bon moment de soutenir la série et de rebooster encore plus les ventes. Et aussi, là je viens d'y penser, mais ça peut aussi potentiellement redonner un second souffle à une série qui commence à s'essouffler au fur et à mesure des tomes. Et voilà, c'est tous ces critères qu'on prend en compte pour choisir quelle série va bénéficier d'une édition collector. Je vois une question dans le public. Oui, Jérémy. Il y a une question dans le public. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je me posais la question parce que au Japon, il existe des éditions collector de certains mangas. Et comment faites-vous pour, si vous ressortez une édition collector sur ce même manga, sur ce même tome, pour adapter les goodies, puisque les goodies japonais et français sont jamais les mêmes? Comment vous vous adaptez? Comment vous choisissez? Alors, vous faites bien de poser la question parce qu'effectivement, quand on sélectionne les séries, on regarde ce qui se fait au Japon pour ces séries-là. Des fois, on reprend les goodies, des fois non. C'est au bon vouloir de l'éditeur. Je pense qu'en fait, ça dépend de la politique de chacun. En tout cas, nous, on aime bien proposer des goodies exclusifs français, donc pour la France, quoi, tout simplement. Et non, après, on s'inspire évidemment. Et je sais pas trop quoi dire d'autre, mais est-ce que ça répond à votre question? Mais ouais, non, mais franchement, on fait une veille internationale pour nous inspirer et même de ce qui se fait sur le marché français, bien évidemment. Et c'est sûr que le territoire japonais a une bonne base, c'est une bonne base pour nous. Après, il y a certains goodies qu'on ne peut pas faire parce que nous, on essaye de faire majoritairement des goodies fabriqués en France ou en Europe. Et on a certaines machines qu'on ne possède pas dans ces territoires-là, donc il y a certains goodies qu'on ne peut pas faire. Après, il y a d'autres spécificités, excusez-moi, plutôt liées, on va dire, à la TVA. En fait, il y a une règle assez simple, c'est que le prix du goodies inclus dans le collector ne doit pas excéder la valeur du livre, on va dire. Je ne rentre pas plus dans les détails, je reste assez vague, mais voilà, globalement, c'est pour ça qu'on ne fait pas de figurines en France, ni même de peluches, parce que c'est assez compliqué en fait. Voilà. Il y a aussi tout le transport aussi, quoi. Ouais, ce que j'allais dire, d'autant plus qu'il ne vous aura pas échappé que le Japon, c'est plus proche, par exemple, de la Chine que la France. C'est plus simple pour eux de faire certains types de goodies, et nous, on a des coûts beaucoup plus élevés, surtout en ce moment où les coûts de transport sont devenus exorbitants. Et donc, c'est pour ça, c'est à la fois ce mix de choix éditoriaux et de contraintes techniques et budgétaires qui font que les collecteurs sont différents ou pas, selon les éditeurs.
Il y a également les délais. Bien évidemment, si on fait importer des produits, vous vous doutez bien que le temps que le bateau arrive, ça prend du temps. Ça prend du temps et généralement, quand on travaille les éditions collector, on fait ça très en amont. Généralement, on s'y prend 1 an à l'avance. Et voilà, c'est assez compliqué de prendre en compte tout ce temps-là et ça peut nous mettre en retard et c'est pas forcément ce qu'on souhaite obtenir. Jérémy, il y a une autre question. Derrière toi. Bonjour à vous Bonjour. d'abord. Moi, justement, en parlant de bateau, j'habite au Québec actuellement. Puis, pour les collectors, tout ça, ça vous met environ combien de temps pour que le bateau il arrive jusqu'au Québec? Parce que généralement, ça arrive plus tard, les mangas qui sortent en France. Puis, est-ce que ça vous coûte plus cher, du coup, pour les collectors de les amener au Québec? Ça coûte plus cher d'amener des choses quelque part, en règle générale. Ce qui se passe, c'est effectivement que tu as un délai de 3 mois entre les sorties, je dirais, peut-être un peu moins. Mais oui, il faut compter quelques semaines de bateau, c'est long. Par exemple, si tu veux faire venir quelque chose de Chine jusqu'en France, c'est 2 mois de bateau, tu vois. Donc tu divises par 2, je pense, pour le Québec. Mais effectivement, c'est intéressant que tu poses cette question parce que c'est une de nos volontés de vachement accentuer le travail avec ce qu'on appelle les filiales. Donc les filiales qu'on a, nous, chez Kurokawa, c'est la Belgique, la Suisse et donc Canada et Québec. Et on souhaite vraiment pouvoir mieux travailler avec, voilà, qu'ils aient plus accès aux goodies, qu'ils aient accès aux collecteurs comme tout le monde, de ce qu'on fait en France. Mais c'est pas toujours simple d'effectivement d'être sur la même temporalité. Il y a aussi des opérations commerciales sur des goodies qui peuvent, je pense par exemple aux opérations petit prix qui marchent moins bien, des choses comme ça. Mais ouais, c'est forcément que c'est un peu plus long, plus cher. Il y a forcément un coût, mais il est inclus de base. Enfin, oui, c'est plus cher, mais si on veut vendre la base, c'est le jeu, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des goodies que vous ne pouvez pas importer au Oui. Québec aussi? Il y a aussi des choses qui ne doivent pas passer la douane. Eh ben oui, il y a aussi des trucs comme là ça, on non? avait sorti un manga qui s'appelait le goût des fraises. Et moi j'avais fait pour un goût des fraises acheté, chaque lecteur avait le droit à un petit sachet de graines. Et c'était un peu compliqué au niveau des douanes de faire arriver des graines de fraises au Canada ou voilà. Donc effectivement, il peut y avoir des goodies où il y a des normes qui sont bloquantes, quoi. C'est clair. Mais bon, c'est finalement à la marge, quoi. Il faut le savoir aussi que c'est pour ça que parfois il y a des choses que ils les ont en France, mais il n'y a pas forcément dans d'autres pays, Tout à quoi. fait. Trop bien les questions. Vous pouvez continuer à poser des questions. Moi, très bien. J'aime beaucoup. Je vais rester ici. Bonjour, moi ce serait une petite question sur les jaquettes alternatives. Est-ce que toutes les illustrations viennent des auteurs ou est-ce que les Français sont assez libres sur... Encore une fois, ça dépend. C'est ma réponse favorite, mais ouais, ça dépend. Généralement, en fait, on a une base de travail, on va dire. On récupère les illustrations qui paraissent souvent dans les journaux pardon, de prépublication. Généralement, je ne sais pas si tu vois dans le Weekly Shonen Jump, par exemple, il y a des séries qui bénéficient de pages couleurs. Ces pages couleurs-là, après, on va voir le Japon pour leur demander, voilà, on aimerait l'utiliser pour notre jaquette exclusive du collector. Donc ils disent oui, et puis on récupère, et après on fait notre petite jaquette. Mais il y a des cas comme le Vinland Saga tome 27, qui est sorti l'année dernière, je ne sais pas si tu es au courant. Et là, c'est un cas particulier, parce qu'on a demandé directement à l'auteur de faire une illustration exclusive pour la France, ce qu'il a, il a gentiment accepté. Donc voilà, on s'est retrouvé avec une illustration spéciale pour la France. Et vous êtes des petits chanceux, puisque c'est exclusif. Voilà. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, ouais, franchement, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de... C'est du cas par cas, voilà. Mais généralement, c'est quand même ouais, les illustrations couleurs qu'il y a dans les journaux. Et c'est toujours des illustrations qui viendront de l'auteur à un moment donné. On va pas. C'est très rare, ça a dû exister, mais j'ai pas de cas en tête où il y a un auteur français, par exemple, qui. Ça a dû arriver. En fait, il y a eu, mais pas pour Kurokawa, mais il y a eu pour d'autres maisons d'édition. C'est ce qu'on appelle les covers alternatives, où on demande à des illustrateurs de faire des covers alternatives qui sont en plus avec des artistes qui aiment bien le titre et qui ensuite sont validés
par le Japon, parce que mine de rien, même s'il y a les jaquettes et tout passe par la validation, donc ils valident vraiment tout le design, et ensuite, c'est revenu, du coup il y a d'autres maisons d'édition concurrentes qui ont fait des très belles covers comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est à la marge, hein, c'est très... c'est des coups de test aussi pour voir, pour montrer les artistes. Il y a une question là-bas. Là. Et dans le chat, n'hésitez pas, il y a Augustin, les prendra aussi. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si c'est le cas de Kurokawa, mais parfois il y a des jaquettes exclusives, mais pour un magasin ou pour, par exemple, le comptoir du rêve, pour Cultura, etc. Dans ces cas-là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une jaquette exclusive qui était déjà décidée? Vous aviez décidé sur ce manga-là de faire une jaquette exclusive? Ou est-ce que c'est au contraire, par exemple, le libraire qui vient vous voir et qui vous demande de faire une jaquette exclusive sur ce tome-là? Alors généralement, effectivement, nous c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ça permet de récompenser des libraires à un moment avec lesquels on a des bonnes relations. Ça permet de mettre en place des bonnes relations. Ça permet de faire du goodies exclusif et d'animer les séries sur des points de vente très précis. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on fait et c'est souvent à la demande des libraires, mais pas que. Ça peut aussi être nous. Et nous, notre politique, c'est d'essayer de ne pas privilégier en vérité certains libraires par rapport à d'autres ou certains réseaux de vente par rapport à d'autres. Et on essaye de distribuer comme ça des goodies exclusifs. Et alors, comment c'est fait? C'est pas forcément des jaquettes qui sont faites à l'avance, elles sont faites pour ce libraire-là. Les coûts de fabrication souvent peuvent être partagés ou pas, ça dépend. Et on essaye comme ça de faire un roulement, de toucher tous les libraires, tous les points de vente. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on fait aussi chez Kurokawa. On trouve ça intéressant de pouvoir travailler vraiment avec certains libraires à des moments, etc. C'est cool. Et puis ça permet de proposer d'autres goodies exclusifs. Alors je sais que ça râle parce que voilà, si tu habites à Lille et que le goodies exclusif il est à Toulouse, par exemple, c'est sûr que ça râle, mais on essaye vraiment de faire ce roulement et que toutes les régions puissent bénéficier de ce type d'opération à un moment. Mais quand tu as dit, les coûts aussi peuvent être partagés ou pas, donc ça dépend aussi de la fabrication, quoi. Oui, c'est ça. Il y a, bien sûr, tout est toujours soumis de toute façon à des contraintes techniques et budgétaires très précises. Mais oui, parfois la fabrication est partagée. Et donc, tu parlais de contraintes. Est-ce que vous calculez en amont quand vous dites j'ai une idée, je vais faire ça quels sont les calculs? Comment vous définissez le besoin de ces collectors et de ces goodies? Alors, ça dépend des gens. Moi, généralement, j'essaye d'avoir des idées et après de faire en sorte que ça se fasse. Il y a d'autres gens qui regardent le budget d'abord. En gros, je pense que tout part à chaque fois des idées de goodies qu'on peut avoir, de comment promouvoir les séries de façon marrante, ludique et intéressante. Et après, oui, on a des budgets très précis à respecter parce que sur chaque série, il y a un budget. Oui. Quand on fait le programme dont parlait Arthur à l'été, on décide aussi d'un budget. À un moment, on se dit sur cette série-là, cette année, on va mettre 30 000 euros dessus. Cette série-là, on va mettre 10 000 euros dessus. Et on répartit comme ça et on a un budget à respecter pour que les titres soient rentables, tout simplement. Et alors, c'est d'autant plus vrai, mais Arthur va vous l'expliquer sur les collectors où on cherche à avoir. En gros, le jeu du collector, c'est de faire le plus plaisir possible aux lecteurs et aux lectrices tout en rentrant dans les coûts. Et c'est parfois pas simple. Donc en gros, on essaye d'en mettre le plus possible dans le coffret et le plus beau possible, tout en étant rentable, sinon on ferme boutique et on peut plus publier de manga. Et si Kurokawa ferme, on ne mange plus. Dramaturgie. Donc, bien évidemment, non, c'est comme l'a dit Paul, c'est tout un jeu où au final, on essaye de faire le plus plaisir au plus de monde possible, tout en jouant sur le budget, en le respectant, etc. Donc pour ce faire, généralement on a des idées. Comment on a des idées? Désolé, j'anticipe les questions, je pense. Mais comment on a des idées? On est avant tout lecteur en fait des séries de toute façon qu'on commercialise, donc on connaît nos séries, on connaît leurs points forts, et donc on va jouer sur ces points forts. Admettons My Happy Marriage. La série bénéficie de magnifiques illustrations, donc on va privilégier, on va dire, des goodies qui mettent en avant ces illustrations. Voilà. Donc en fait, on prend en compte ces points forts,
on prend en compte également la demande de vous, lecteurs. Donc on regarde sur les réseaux sociaux, on fait de la veille, on regarde ce qui se fait bien évidemment chez nos amis éditeurs. Et puis voilà, après on va se rapprocher de notre service de fabrication pour leur demander des devis. Donc là je rentre dans la partie technique, mais en fait ces devis-là vont nous permettre de savoir si c'est réalisable ou non en fait, ces goodies. Donc il y a bien sûr des contraintes budgétaires, il y a des contraintes de temps, parce que nous, notre rôle, Paul quand il travaille sur des collectors et moi aussi, ça va être de faire le meilleur produit, mais aussi qui sont dans le temps imparti. Et généralement, on manque de temps. Donc souvent, on a de superbes idées et on manque de temps. Donc voilà, c'est tout un jeu où au final, on doit jouer entre planning et budget. Oui, il y a une question. C'est bien. Prenez la parole. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, puisqu'on parle de collector, je voulais savoir celui de Spy Family, le 11. D'ailleurs, félicitations, il était vraiment incroyable celui-là. Ça fait trop plaisir. Puis ça vous a pris à peu près combien de temps de le faire? Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses dedans. Waouh, ça nous a pris combien de temps à le faire? De base, il faut savoir que l'Ultra Collector était prévu sur le tome 10. J'étais pas encore chez Kurokawa. Donc c'est pour vous dire le temps que ça a pris. Et au moment où je suis arrivé en septembre 2022, il est sorti. J'étais déjà dessus en fait. Il est sorti en octobre 2023. Donc plus d'un an. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas. Ça fait trop plaisir. Il y a aussi une autre question. Il y a deux questions. Vous avez parlé à un moment des budgets. Ouais. Je voudrais quand même savoir quelle est la série où vous mettez le plus de budget. C'est celle qui marche le plus. Ah, vous avez pas forcément. On me dit dans l'oreillette que je dis des bêtises. Donc non, pas forcément. Ça peut être des séries qu'on a vraiment envie de soutenir. Ça peut être des séries qui ont un succès commercial et qu'on a vraiment encore envie de pousser. Par exemple, Spy Family. Vous vous en doutez. Il doit y avoir Oshinoko aussi. Je touche pas forcément au budget, donc je pense laisser Paul répondre. Sauf si j'ai dit globalement. File la patate chaude. Allez. Non, il n'y a pas de. Enfin, bien sûr que les séries qui marchent, on met beaucoup de budget dessus, on veut que ça continue à marcher, et puis elles ont la légitimité à obtenir du budget entre guillemets. Après, quand on fait des lancements de nouvelles séries, on réfléchit aussi à si elles en ont besoin et comment. Il peut y avoir des très bonnes. Un Spy Family marche très bien aussi tout seul. Enfin, finalement, il y a d'autres séries qui ont besoin de plus de budget pour se démarquer, et c'est d'autant plus vrai, je pense, pour les lancements où c'est des séries inconnues. Et là, il faut vraiment aller conquérir des lecteurs en librairie et tout. Et là, il y a besoin d'un certain budget pour le faire. Après, il y a des grandes opérations commerciales. Ça, c'est Jérémy qui s'en occupe, et ça, c'est un certain budget aussi. Et ça récompense vraiment des séries de fond fortes, Spy Family, Pokémon, des choses comme ça. Mais voilà. Moi, c'est une question qui est sur un phénomène qui est apparu il y a quelques années, qui a fait un bad buzz, les scalpers. Et donc, je voulais savoir comment, chez Kuro, comment vous avez fait pour contrer, entre guillemets, ce phénomène, comment vous avez pu aussi essayer de vous en sortir de cette mauvaise publicité qui est arrivée, et est-ce que ça a influencé aussi sur vos choix au niveau des collectors, des goodies et de tout ça? Alors, est-ce qu'on peut définir scalper? C'est les gens qui achètent en masse et qui revendent. D'accord, je ne savais pas le mot. D'accord. Et je pense que j'étais pas le seul non plus. Hein je l'ai. Vas-y, Paul. Du coup, je pense que effectivement c'est un problème. On essaye plusieurs choses. On essaye déjà de communiquer et d'être maître du timing. C'est-à-dire, si on annonce une édition collector, on veut qu'elle soit disponible en précommande pour les gens tout de suite. C'est-à-dire que tout le monde y a accès, mais au moment de l'annonce. Et pas que ça sorte, parce que les scalpers vont traîner sur tous les sites de vente. Regardez, voilà, on ne l'a pas encore annoncé, mais il y a une fiche qui est sortie sur le site de vente d'un nouveau collector Spy Family, et ils vont aller en faire de la précommande, etc. Par contre, c'est très difficile finalement de lutter, parce que comment discriminer une vente on pourrait limiter, mais c'est-à-dire on pourrait dire bon c'est un collector par personne, on peut faire ça aussi, mais c'est
pas toujours facile à mettre en place selon les réseaux de vente. Ça dépend pas que de nous. Voilà, mais c'est un truc qu'on identifie, ça nous embête autant que les lecteurs et lectrices, et on essaye en restant maître du timing et en limitant les quantités, etc., d'essayer de contrecarrer ce phénomène, mais c'est difficile. Il y a aussi le fait que certains de nos collectors sont édités avec un tirage très élevé. Donc en fait, les scalpers là-dessus, ils peuvent en acheter 10, ils resteront avec leurs 10 collecteurs sur les bras. Et les lecteurs, on essaye aussi quand même de les imprimer parfois en quantité, je pense, suffisante. Et tout le monde peut bénéficier du collector sans souffrir des scalpers. Tu voulais ajouter ? Non, justement, j'allais parler du tirage que nous ajustons de sorte à ce que tout le monde bénéficie en fait de son collector, parce que évidemment le collector c'est pour vous récompenser vous de votre fidélité et de vous remercier. Donc non, ouais, Paul a tout dit. Voilà, mais merci pour votre question. Il y a une question ? Non ? Oui, il y a une question. Tu as le micro juste derrière toi. Merci encore pour vos questions, elles sont toutes De trop ouf. bien. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Moi j'ai une question. Ouais. Il y en a combien en tout des Spice Family Collector ? Spy Family Collector, il y en a 3. Il y en a un qui est sorti sur le 6, il y en a un autre sur le 8, et il y en a un autre sur le 11. Désolé. Voilà. De rien. Et quand on parle de collector, je pensais qu'il il y avait une main qui se levait, mais c'était Anissa qui faisait des Je me oreilles suis de fait lapin. avoir aussi. J'ai vu des oreilles de lapin, je me dis ok. Quand on parle justement de la création de ces collectors, on parle aussi de maquettes, de prototypes. Et on travaille avec Fabien, qui est notre directeur artistique. Qu'on salue très fort. Fabien, Voilà. si tu nous regardes, merci pour tout. Comment est-ce qu'on conceptualise avec lui les choses? Et c'est pareil, il y a aussi des validations au Japon et ça, qui prennent du temps, mais comment on prototype tout ça? Alors, comme je l'ai dit, en fait, une fois qu'on a les idées, on va avoir notre service de fabrication pour leur demander des devis. Ensuite, on va se rapprocher du service édito une fois qu'on aura tous les devis pour monter un CEP. Le CEP, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour pas vous endormir. C'est un fichier pour voir si on est rentable ou non. Voilà. Donc, une fois qu'on voit qu'on est rentable, on va dire OK, on peut faire ces goodies-là. On va demander du coup. Attends, est-ce que tu peux juste définir l'acronyme CEP? Compte d'exploitation prévisionnelle. Voilà. Je suis imbattable. Un collab sur le sujet, n'hésitez pas. Non, plus sérieusement, une fois qu'on a décidé qu'on allait faire tel goodies, on va demander au service de fabrication des maquettes en blanc, et ça peut se faire aussi en parallèle de la demande de devis. Les maquettes en blanc, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement des maquettes, enfin des prototypes du goodies en question, mais blanc. D'où maquette en blanc. Mais du coup, on est content de la qualité, donc on se dit, allez, ça part. Et en attendant, on brief du coup notre cher Fabien, qui nous fait de magnifiques créations en lui donnant les informations techniques, donc le format de la boîte, le format du goodies, le type d'impression, et on lui communique du coup les visuels qu'on aimerait utiliser, l'idée qu'on a derrière la tête pour ces goodies-là. Et s'ensuit un dialogue, parce que voilà, c'est quand même le directeur artistique de Kurokawa depuis le début. Il a de superbes idées, donc on est très attentif à toutes ces suggestions et toutes ces propositions. Et donc Fabien nous envoie ensuite les fichiers, on en rediscute, etc. Et vient ensuite la validation au Japon. Parce que comme l'a dit Flavien, je crois tout à l'heure, c'est toi qui l'as dit, hein, tout ce qu'on fait doit être soumis en validation auprès des ayants droit japonais. Et donc, généralement, ça prend 2 semaines. On leur envoie les fichiers, on leur explique tout le concept, toutes les informations techniques. Et puis voilà, une fois que c'est validé, on envoie tout ça au service de fabrication qui vont fabriquer tranquillement les goodies dans leur coin. Et on reçoit les premiers justifs, donc les premiers goodies, quelques semaines, quelques mois avant la sortie du collector. Et on valide tout ça en amont. On reçoit des tests, on appelle ça chromalin. Je rentre un peu dans les détails comme ça. Chromalin, c'est quoi? C'est un papier où va être imprimé du coup notre goodies et on vérifie les couleurs, que rien n'a bougé, etc. Mais bref, voilà. Et une fois que tout est bon, on reçoit tout et vous avez les collectors dans les librairies. Bah oui,
C'était très ludique. Donc, Merci beaucoup. Des questions? Du coup, je pense que vous avez déjà un peu répondu à la question tout à l'heure, mais est-ce que vous décidez vraiment à l'avance quel tome aura une édition collector ou, par exemple, le tome 9 d'Oshinoko, est-ce que de base ça devait être un collector ou la jaquette métallisée avec le... Ça va être un collector de base ou pas du tout? Non, du tout. En fait, les collecteurs, vraiment, c'est décidé en avance lors de la réunion dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, on était souvent c'est en août. On va vraiment planifier tout 2025 en disant, OK, sur tel tome, on veut tel collector et on s'y tient. Des fois, il y a des imprévus, donc on décale sur... Ouais, Augustin, je te vois. Hein. Bien évidemment, il y a des imprévus des fois, donc on décale sur le tome suivant. Mais voilà, on se tient vraiment à ça. Et pour répondre à ta question, le Oshinoko tome 9, non, c'était vraiment une édition premier tirage. Il n'a pas été question d'en faire un collector, on voulait juste proposer voilà, un effet de fabrication pour récompenser, on va dire, les lecteurs de la première heure de la série. Ouais. Au niveau des collectors, est-ce que ça vous est déjà arrivé que l'éditeur japonais original au prix de qui vous travaillez, qui a tout, vous impose en vous disant par exemple on voudrait que vous fassiez un collector sur tel tome ou par exemple vous allez faire un collector mais on voudrait que vous mettiez je ne sais pas tel type de goodies. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pas à ma connaissance. En tout cas, depuis que je suis chez Kurokawa et que je travaille sur les éditions collector, non, ça n'est jamais arrivé. Après, lorsqu'on soumet les fichiers aux ayants droit japonais, souvent ils peuvent faire des remarques, par exemple, ah, la couleur n'est pas bonne, ah, vous avez, comment dire, crop, j'ai plus le nom en français. Recadré. Recadré, merci beaucoup Flavia. Voilà, ils peuvent dire, bon bah voilà, vous avez retouché l'illustration originale, donc est-ce que vous pouvez la remettre comme l'original, tout simplement. C'est plutôt des remarques comme ça. Bonjour, est-ce que vous allez créer un tome collector sur My Happy Marriage? Surprise. Qui sait? Peut-être mon petit doigt, mais il va rien dire. Ah, il y a une autre question? Juste à côté. Non, tu voulais pas poser de question? Ah non, ok. J'ai vu bouger ton petit doigt. N'hésitez pas en tout cas. Il y a, Si vous avez il y a une question derrière. questions, Jérémy. Ah, il y a deux questions, non? Ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Est-ce qu'il y a encore plus de collectors dès que les séries sortent en animé? Je pense notamment à My Happy Marriage, justement. Justement, ouais, les adaptations animées, en fait, ça va faire partie, comment dire, des caractéristiques qu'on regarde pour le choix des séries. Souvent, s'il y a de l'actualité sur l'adaptation animée, on va se dire « Ah, c'est peut-être le bon moment, justement, pour faire une édition collector, pour mettre sur le devant de la scène vraiment le manga. » Donc voilà, après, je pense pas que... Tu veux parler, Paul? Non, j'allais dire, je pense pas que... Je pense pas que Non. parce qu'il y a une adaptation animée, il va y avoir plus de collectors non plus. Mais en tout cas, c'est une des caractéristiques qu'on regarde. Mais c'est plus lié à l'actualité. En tout cas, je pense. Il y a un truc aussi, c'est que les animés boostent les séries. Donc on va faire des tirages qui seront plus importants, ce qui est beaucoup plus simple pour faire des collectors. Parce que si tu fais un collector sur un tirage à 2000 exemplaires, ça va être très très compliqué d'être rentable. Alors que si tu fais un tirage à, je sais pas, 25 000 exemplaires, ça va être beaucoup plus simple de rendre le collector rentable. Ce qui fait que, ce qui pourrait expliquer pourquoi les séries avec animés ont aussi plus de collectors, c'est que c'est plus simple aussi de faire des collectors sur des séries qui ont eu ce boost de vente, parce qu'on sait que les animés, ça fait vendre les séries, quoi. C'est vraiment, par exemple, si tu veux un exemple typique, Vinland Saga, tome 27 l'année dernière, on a sorti le collector parce qu'il y a eu la saison 2 de l'animé. C'est aussi, on arrive sur la fin de la série, et puis c'est une série qui nous tient à cœur. Donc ouais, au final, l'animé, c'est aussi vraiment une caractéristique qu'on regarde pour faire une édition collector. Est-ce que le cheminement derrière est le même pour les goodies qui sont pour l'achat par exemple de 2 tomes, ce genre de campagne-là? Ou est-ce que c'est complètement à part et c'est vu plutôt au cas par cas en fonction des sorties que vous allez avoir? Tu veux en parler, Paul, mais globalement, c'est du cas par cas. Tu parles du cheminement de production ou de réflexion? Les deux.
Alors sur les goodies, sur les opérations commerciales, effectivement, comme je disais, on récompense souvent des séries qui sont fortes. C'est Spy Family, Pokémon, ça peut être des séries comme My Happy Marriage qui est très fort aussi maintenant. Voilà, ça peut être ce type de choses. Et la réflexion après de production, oui, c'est sensiblement la même chose. On travaille avec Fabien, on réfléchit aux idées, il y a des questions de budget, etc. Il y a toujours la validation Japon. Et c'est à peu près le même chemin. On n'a pas parlé d'un truc, on n'a pas parlé du prix. Du prix ? Oui. Comment il est fixé ? Il est fixé. Arthur, tout à l'heure, vous avez parlé du CEP, du compte d'exploitation prévisionnel. Oui. Et donc, ce compte d'exploitation. Ce sera une des questions qu'on va poser dans le quiz. Ce sera des questions quiz. Et c'est donc par rapport à ce. En gros, on se dit bon, on va mettre une plaque métal, un stand acrylique et 3 marque-pages. Ça va nous coûter tant. On ne peut pas le vendre au-dessous de 14,95. Donc, nous, on catégorise 3 grands types de collecteurs, je pense. Tu as des collecteurs simples où c'est une jaquette, un goodies, machin. Tu as des collecteurs un peu plus où il y a d'autres goodies et tu as le gros collector énorme. Là, on a fait. Donc, il y a l'ultra collector qui est vraiment l'exemple type. Il y a, chez Cotoon, là, on fait un collector sur Seule la mort attend la vilaine aussi où il y a plein de goodies dedans qui est au prix de 30 €, 29,95 € exactement. Et comment, en fait, il faut toujours se poser la question de la plus-value perçue par les lecteurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont, voilà, j'ai payé 15 € mon collector, est-ce que je suis content quand même ou pas? Et ça, c'est vraiment le cœur de la réflexion, comme je disais tout à l'heure, c'est d'en mettre le maximum au prix le plus correct possible et que ça soit rentable. Et donc, c'est que tout le monde s'y retrouve, que nous on s'y retrouve, que vous sentez pas lésé en achetant le tome collector, et c'est comme ça qu'est fixé le prix. Mais effectivement, c'est une grande question des éditions collector. Il faut que ça reste abordable aussi pour que vous puissiez. Tout à fait. D'ailleurs, par exemple, on a le cas intéressant du webtoon, c'est qu'on les vend, on vend les webtoons à 15 € en gros. Et donc, quand on a fait l'édition collector de Seule la mort, on se posait la question parce que si on veut rajouter des goodies et tout, ça fait tout de suite un prix à 25 €, 30 €. Donc, on est sur des produits assez chers finalement. Et il faut que les gens puissent mettre cet argent et que ça leur aille. Et ça, c'est une vraie question globale au manga. D'ailleurs, c'est que les coûts de fabrication augmentent et qu'on est obligé d'augmenter les prix par graduation, et c'est d'autant plus vrai sur les éditions collector où on peut atteindre des prix, parfois on se dit là c'est un peu rébarbatif, ça va repousser les lecteurs, quoi, c'est trop cher. Donc c'est une vraie... Et tout ça en plus, il faut que ça soit rentable. Il faut que ça soit rentable. Je pense que c'est là qu'on se fie aussi beaucoup aux gens dans l'entreprise qui ont aussi plus d'expérience et qui savent, ok, cette série-là, les fans, ils sont prêts, ils ont peut-être un peu plus de moyens, ils peuvent mettre plus, etc. Donc c'est vraiment aussi, il y a une part d'instinct et c'est pas au doigt mouillé, mais on se dit, bon, on pense que ce prix-là est correct. Mais à part la rentabilité, après, voilà, c'est un peu, on se dit, ok, ça va être ce prix-là, on pense que c'est possible à ce prix-là de faire ça. Au niveau des éditions collector et autres, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, que l'éditeur japonais vous dise non, nous on veut pas de collector sur tel numéro, et que parce que vous, ça vous intéressait de faire quelque chose, parce que pour X ou Y raison, par exemple, c'était le tome de milieu de série ou tout ça, de contourner un peu ce système en rajoutant quelques pages, par exemple une petite histoire, des dessins, autres. Ou comment c'est fait que vous rajoutez cela? Est-ce que c'est parce que... Oui, je laisserai Arthur compléter, mais je pense que de toute façon, effectivement, l'éditeur japonais a le droit de nous dire non, mais il n'y aura pas d'édition collector à ce tome-là, c'est mort. Et ça, on l'écoutera toujours. Et effectivement, on pourra dire à nous, les relations avec le Japon, on les écoute toujours, et on essaye toujours de proposer aussi des alternatives et de défendre aussi notre point de vue et de leur dire pourquoi nous, on pense que c'est bien de faire une édition collector ou quelque chose sur cette série. Par exemple, sur Oshinoko, à un moment, on a fait une jaquette métallisée. Donc oui, on va essayer toujours on va se dire, bon, bah, pas d'édition collector, mais on va pouvoir proposer une jaquette avec un effet de fab.
On va pouvoir proposer un goodies offert pour l'achat du manga en librairie. Enfin voilà, c'est toujours. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si on fait une opération, par exemple commerciale sur une série, il n'y aura pas forcément d'édition collector avec. Pourquoi ? Parce que, mettons, je vous fais une opération sur Pokémon. Je vous dis, il y a un collector à 15 €. Il y a un goodies offert pour l'achat de 2 mangas et en même temps, il y a une édition collector. Il va falloir que vous mettiez pas loin de 25 € pour bénéficier d'un petit goodies. C'est un peu cher. Donc il y a aussi une question de timing et où nous, si l'éditeur nous dit pas de collector là-dessus, on pourra lui dire mais on pense que ça serait bien de le faire maintenant parce que plus tard on va faire une opération commerciale. Enfin, c'est vraiment une discussion aussi et tout est, en vérité, on dit souvent les éditeurs de manga disent les règles avec le manga sont très strictes, c'est vrai, mais une fois que tu es dans les règles, tu peux aussi demander ce que tu veux. Et les ayants droit au Japon sont assez ouverts pour accepter et entendre toutes les idées, je pense. Je reviens sur la rentabilité et l'histoire des goodies offerts. Ouais. Comment ça se calcule dans ce cas-là? Parce que justement, c'est pas inclus dans le prix du livre, c'est offert en plus. Est-ce que c'est pris sur votre marge, sur le tarif que vous prenez sur le livre? Comment c'est vu? C'est calculé au moment où on a donc où on fait le programme et on voit quel chiffre d'affaires on va dégager. Et donc là, on calcule un budget promo en fait, qui est pourcentage qui est pourcentage du chiffre d'affaires qu'on va faire. Et on est sûr qu'en ayant un pourcentage de chiffre d'affaires dédié à la promo, on est sûr d'être rentable. Donc en fait, c'est là que quand on détermine nos budgets promo, il faut que quand on fait un goodies, ça rentre dans ce budget, parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué, on sera pas rentable. Vous avez parlé de projet, mais est-ce que vous pouvez présenter un projet qui n'a pas pu être abouti à cause d'un trop petit budget ou c'était trop gros ou quelque chose comme ça? Là, je réfléchis, puis je n'ai pas forcément d'exemple. Je suis désolé. C'est pour ça que tu prends le micro. C'est pour dire que je suis désolé. Attends, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Oshinoko. Moi j'ai un exemple d'Arthur, il s'en souvient pas, mais c'est son trauma, il a oublié. À un moment, on voulait faire un coffret Yotsuba. Et il y avait c'est pas collector, mais c'est un bon exemple, je pense, de projet Et donc il y avait un visuel avec des moutons. Et Arthur, il voulait qu'on fasse que quand tu touches le collector, ça fasse comme de la laine de mouton. Et c'est super idée, non? Je sais pas. Mais... J'adore. Bah ouais, j'adore. Trop bonne idée. Et mais pour des raisons de coût et de faisabilité, ça peut pas être mené. Moi, j'ai plein d'idées parfois sur des goodies où je me dis je veux faire ça, machin, mais ça peut être trop cher. Par exemple, tout ce qui est métal, c'est très compliqué de faire des objets en métal sur du goodies. C'est super cher, quoi. Ça peut être, je sais pas. Il y a un moment, moi je voulais. Alors, on a une série qui s'appelle Tsugai, qui est la nouvelle série de Hiromu Arakawa, qui est l'autrice de Full Metal Alchemist. Et moi, j'avais fait une colonne, ce qu'on appelle une PLV, qui en gros sert à ranger les bouquins dans les magasins. Et je voulais en plus l'entourer de fanions, etc. C'était beaucoup trop cher. Donc voilà. Vu que vous êtes en partenariat avec le Japon, est-ce que c'est le Japon qui choisit les titres des mangas ou c'est vous qui les choisissez? Alors les titres des mangas sont... Déjà nous on essaye d'avoir une politique, on a des titres en français. On trouve ça important pour le public français d'avoir des titres français. Les seules exceptions, et il y en a, je dis exception, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire 80% du catalogue. Il y a des exceptions parce que parfois il y a on sait que les séries vont être adaptées en animé. Petit indice, si vous voulez savoir si votre série préférée va être adaptée en animé, si elle a un titre anglais, souvent elle va être potentiellement adaptée en animé un jour. C'est parce qu'on essaye de coller en fait on se dit cette série-là, elle a des chances d'être adaptée en animé. Le titre international, parce que souvent il y a un titre international, c'est ça, on va essayer d'y coller par cohérence, pour que les gens s'y retrouvent, et voilà quoi. Donc, mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est nous qui proposons souvent les titres japonais, après ils disent non ou pas, mais on propose les titres ayant droit, et
Après, généralement, on essaye de coller à ce qui se fait au Japon aussi, hein. Et pour aller plus, les titres, en tout cas, c'est ce qu'on appelle des appels d'offres aussi. Et c'est aussi, en fait, c'est la maison Kurokawa qui va choisir, dire bah il y a des coups de cœur dans les magazines de prépublication japonaises qui font un appel d'offres et après si elle est remportée, le titre. Et, ah oui, si on entend titre en termes de série, là c'est nous qui voilà, on dit on aimerait bien acheter le prochain manga de machin ou la série qui est publiée en ce moment dans votre magazine de prépublication. Et là, c'est une bataille féroce entre tous les éditeurs pour obtenir les droits de publier la série. Sachant que dans l'appel d'offres, il y a aussi, on peut faire les goodies et tout peuvent rentrer dedans aussi dans cet appel d'offres. Tout à fait. Et souvent, ce qu'on fait, c'est des grandes présentations où on dit nous sur cette série, on pense que ça serait bien de faire telle soirée de lancement dans tel lieu, super cool. Ça serait super de faire tel goodies. Donc on se réunit tous, services marketing, commerciaux, presse, tout le monde est là. Et on réfléchit tous ensemble à comment présenter une belle offre aux ayants droit pour qu'ils aient envie de nous confier leur manga pour qu'on le vende bien, quoi. Et pour qu'il soit valorisé, surtout. Tout à fait, ouais. Bonjour. Alors, Bonjour. vous avez un petit peu répondu à ma question qui était, en tant qu'éditeur, quel est votre cheminement pour choisir un nouveau manga à éditer? On lit, alors on a un service éditorial, forcément, dont le rôle est mais on est tous lecteurs finalement de ce qui se passe au Japon. Donc on lit les séries tout simplement qui sont en cours au Japon ou qui sont finies d'ailleurs parfois aussi. En gros, on essaye de trouver des pépites quoi au Japon, c'est ça le truc. Et après, donc il y a des réunions de prospection. On se dit, ok, qui a lu quoi cette semaine, machin. Qui a aimé quoi? Donc moi j'ai aimé ce super titre sur le sport, shoujo, ou je sais pas. Et on se décide sur quelle série on souhaite faire une offre, tout simplement. Les critères, il y a des choses qui marchent au Japon qui marchent pas en France. On sait parfois que le manga de sport ça a été compliqué. Mais on vient de tout casser avec Ansel Sakemichi, donc tout va bien. Et par exemple, il y a eu un moment où les intrigues de cours, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les intrigues de cours, c'est le carnet de l'apothicaire en gros, quoi. Ça prenait pas en France, et ce titre, les carnets de l'apothicaire, a vraiment ouvert ce marché, et maintenant je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont publier des titres dans ce genre-là. Donc il y a des spécificités au marché français qu'on prend en tête, parce qu'il y a beaucoup de mangas qu'on aime bien, il y a vraiment beaucoup de mangas qu'on aime bien et qu'on ne peut pas, entre guillemets, publier en France, ou en tout cas, nous, on pense que ça va être compliqué. Et en plus, on n'a pas envie d'acheter des licences pour ne pas les publier après. Enfin, on n'est pas ce genre d'éditeurs qui vont acheter beaucoup de licences, comme, sans les citer, certains studios américains font sur des licences manga où ils achètent des droits et ils font après des trucs un peu nuls. Nous, on ne veut pas acheter beaucoup, on achète vraiment ce qu'on veut publier, ce qu'on aime, et on est assez sélectif, quoi. Et comme ça, il n'y a pas d'arrêt de commercialisation si ça ne marche pas. C'est vraiment périn. Puis en plus des réunions prospection, il y a aussi les éditeurs japonais qui nous démarchent directement aussi et qui peuvent nous proposer et dire voilà, en ce moment on publie tel titre et on pense que ça pourrait convenir à votre catalogue. Voilà. Donc après on les lit bien évidemment, puis on dit oui, non. Voilà. Merci pour votre question. Moi, ça serait encore par rapport au titre. Sachant qu'au Québec, il y a la loi 101, je ne sais pas si vous connaissez, il faut tout traduire en français, etc. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes par rapport aux titres anglais qui sont sur les jaquettes avec le Québec? Alors, en plus, dans le sens où ils sont imprimés, donc tu peux pas trop les changer, tu vois. Tu peux pas, on va pas rustiquer les titres tes bouquins. Il faudrait. Mon mariage heureux. Oui, voilà. Donc non, on n'a pas eu de vrais problèmes. Si tu parles du Québec, on peut avoir parfois c'est pas tellement sur les titres, c'est plus sur, je sais pas, s'il y a un personnage qui boit de l'alcool ou des choses comme ça. Il y a des règles très strictes en Amérique du Nord sur ce genre de choses et ça peut vraiment nous écarter de réseau de vente. Mais pas sur les. Enfin, moi, j'ai pas connu le cas sur un titre anglais et cette fameuse loi 101, c'est ça? Ouais, tous les titres doivent être. Mais ça, c'est plus sur les films et les livres, mais c'est vrai que sur la BD et le manga, ça passe. Les comics, ça passe quoi.
N'en parlons pas trop, c'est très bien comme ça. Oui, Fast and Furious. Rapide et dangereux. Ouais. Mais c'est plus, très drôle, hein, ouais. il y a des trucs de fou. Mais c'est plus sur ça, quoi. Mais effectivement, sur le enfin, manga et comics, c'est un peu plus léger, quoi. Heureusement, pour le moment. Pour revenir sur les collectors et sur les goodies, est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois que soit le premier jet des goodies que vous receviez ou lorsque vous receviez les goodies, que vous aperceviez qu'il y avait des gros défauts, des soucis, tout, et comment vous réagissez dans ces cas-là? Alors, c'est justement pour ça qu'on demande des chromalins ou d'autres prototypes en amont de la fabrication finale. Donc les chromalins, j'ai rapidement expliqué tout à l'heure, hein, mais ça va être un fichier que l'imprimeur va nous envoyer. Donc ça va être imprimé, comme ça on va pouvoir tout vérifier correctement, que tout est bien, que les couleurs sont bonnes, qu'il n'y a pas d'informations manquantes. Et du coup, ça nous permet vraiment de contrôler toute la qualité du produit. Donc il n'y a pas vraiment eu le cas. Après, les seuls cas où on va dire il y a eu des petits couacs, c'est des erreurs d'estimation de notre part, notamment sur l'Ultra Collector Spy, où il y a eu certains collectors qui ont été condolés parce qu'en fait, le tote bag il a pris plus de place que prévu. Puis voilà. Vas-y, Paul, et après il y a des questions derrière. Oui, quand ça arrive, les éditeurs, soit si c'est très grave, par exemple, je sais pas, il y a 10 pages qui sont imprimées avec la même page dans un livre, ça peut arriver de pilonner. Sur des goodies, on évite quand même de pilonner, mais ça peut, si vraiment le défaut est trop important. Ça peut aussi être, on a des services de défectueux, il y a Arthur qui peut vous envoyer, si votre tome est abîmé, des échanges. Voilà. On essaye quand même de proposer ça au lecteur parce qu'on trouve ça normal. J'ai une question, mais est-ce que il y a une série où c'est le plus compliqué de faire les goodies, etc. Genre, il y a vraiment une série où c'est un problème. Alors non, en tant que tel, il n'y a pas de... À part s'il y a un refus total de l'auteur japonais ou des ayants droit japonais, pas de goodies, pas de goodies. Mais là où ça peut poser problème, c'est si on n'a pas beaucoup de visuels, par exemple. Il y a des séries où on a moins de visuels dispo, où voilà, il y a moins de visuels. Et ça peut être un frein, je pense, à faire des goodies, à faire des collectors. Mais autrement, il n'y a pas d'interdit spécialement. Il n'y a pas une série plus compliquée que d'autres, enfin, à mon sens. Non, il n'y a pas de série plus compliquée que d'autres. Après, comme l'a dit... Non, vas-y. J'allais dire, il y a le cas quand il y a une adaptation animée. Parce que les droits des ayants droit qui ont l'animé priment sur nous. C'est-à-dire si Crunchyroll a les droits de l'animé, ils peuvent nous dire ah non, vous ne pourrez pas faire de jeu de cartes sur cette série parce qu'on contrefait un. Et c'est eux qui auront raison à la fin. Donc c'est le cas où c'est un peu plus relou pour faire des primes. Mais ça se passe bien. On est très heureux, tout va bien. Vous pouvez le voir sur nos têtes. Et d'ailleurs, comment vous faites la distinction entre ce qui est un goodies offert et un goodies qui est mis dans un collector? Pourquoi il y en a certains qui passent en prime à l'achat et d'autres c'est plutôt la valeur perçue qui va jouer sur cette décision. Tu m'arrêtes, Paul, hein, si je dis des bêtises, mais pour moi c'est ça. Ouais. Bien évidemment, il faut créer une sorte de valeur ajoutée au collector, donc on va privilégier des goodies qu'on va pas forcément mettre en prime à l'achat. Alors, est-ce que tu peux expliquer prime à l'achat? C'est en gros, c'est t'achètes. En gros, il y a par exemple, souvent il y a des marque-pages par exemple qui sont pas des primes à l'achat, c'est-à-dire ils sont distribués gratuitement en librairie. Tout le monde peut se servir, même si vous achetez pas de manga, vous pouvez venir dans les librairies, rentrer, prendre votre marque-page et sortir. Et il y a les primes à l'achat, ça c'est offert pour l'achat, souvent de 2 mangas, un goodies offert comme ça. Et les boîtes à thé, là, par exemple. Hein, les boîtes à thé, par exemple. Les boîtes à thé en ce moment. Merci Jérémy pour ces magnifiques boîtes à thé, bravo. Et il y a aussi, on différencie aussi, voilà, les goodies qui sont gratuits. Souvent, on a un budget moins important. Les trucs d'OP commercial où c'est vraiment de la prime à l'achat. On essaye de faire des goodies plus qualitatifs. Enfin, il y a aussi cette histoire de budget. Si c'est gratuit ou pas, forcément, c'est pas le même budget qui est alloué. Et voilà. Puis
Paul a parlé des marque-pages Spy. Je pense que c'est assez important d'en parler. Effectivement, ils étaient gratuits pour l'achat de X tomes et on les sort tous les 3 tomes. Et on les a aussi mis dans l'Ultra Collector. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de lecteurs qui n'ont pas eu cette chance de les avoir. Donc c'était important pour nous de redonner la chance à tout le monde de se les procurer. Ce serait la dernière question. Alors, pour une édition en France, on est d'accord, il faut forcément une traduction. Est-ce que vous avez des débats entre une traduction pure pour respecter l'œuvre originale ou vous êtes plus côté adaptation avec une marge de manœuvre ? Très bonne question. Ce sera l'édito qui va pouvoir... Ouais, c'est plutôt le service édito qui s'occupe de la traduction. Mais Paul a... Non, mais je vais faire une réponse. Normalement, je pense que c'est un mix des deux. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye d'être le plus fidèle possible à l'œuvre. Si adaptation il y a, c'est vraiment parce qu'il y aurait eu une incompréhension. Ça peut être le cas sur de l'humour, par exemple, où on est obligé de retravailler des blagues ou des choses comme ça. Mais autrement, on essaye d'être le plus fidèle possible à l'œuvre, sauf vraiment cas force majeure d'incompréhension. Souvent, en fait, quand on parle d'adaptation, c'est sur l'humour qui n'est pas le même entre le français et le japonais. Il y a des blagues qui sont typiquement japonaises et qui ne peuvent pas passer en français parce que personne ne les comprendrait. Donc là, on va adapter les blagues. Et en tout cas, ce sera juste quelques mots pour que ce soit plus lisible. Et pour que le manga s'inscrit aussi dans le temps, il faut aussi adapter pour qu'il soit actuel. On le lit, pourquoi on l'achète et pourquoi on le lit maintenant, c'est parce qu'il est écrit avec l'adaptation de maintenant. Si on regarde les mangas qui ont été écrits dans les années 80-60, c'est pas la même traduction. Il y aura de l'adaptation, la langue a changé, donc on s'adapte aussi par rapport à ça. Quoi. Il y a une très bonne conférence de Nesrine sur le sujet, si vous voulez, sur nos réseaux. YouTube. Sur YouTube. Eh bien, on a terminé. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, on est là pour y répondre. Mais en tout cas, cette conférence discussion avec vous, qui avez beaucoup parlé et discuté avec nous, et c'est super chouette. Vous pouvez vous applaudir. C'était très bien. On peut applaudir aussi Paul et Arthur qui ont magnifiquement répondu à vos questions, à vos sollicitations. Et puis... oui, je vais faire le quiz après. Dans tous les cas, vous pouvez revoir et réécouter cette discussion sur nos réseaux et sur YouTube. Et il y aura aussi des petits trucs qui vont être aussi sur TikTok et sur Instagram, je pense. Merci à vous et à très bientôt.